Welcome to The Debate, notre table ronde dédiée à l'analyse rigoureuse et à la confrontation d'idées complexes. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à ma consoeur pour cette nouvelle analyse. Bonjour Horus. Je suis ravie d'être là pour décortiquer ce sujet avec vous aujourd'hui. Alors, habituellement, quand on imagine les portes d'un grand musée national, on y voit une invitation solennelle à découvrir notre histoire commune. Mais attardez-vous un instant sur ces mêmes portes. Mhm. Sont-elles un sas de protection indispensable pour préserver des trésors inestimables ou bien, disons, un péage qui filtre silencieusement ceux qui ont le droit de s'approprier la culture? C'est toute l'ambiguïté fascinante de ces institutions, oui. On sacralise l'art, on lui donne une dimension presque spirituelle, fondamentale pour notre identité, mais d'un autre côté, on en monétise l'accès de façon extrêmement prosaïque. Et c'est précisément le cœur de notre questionnement aujourd'hui. Les musées nationaux devraient-ils être entièrement gratuits? C'est le grand dilemme. Exactement. Alors, pour être tout à fait transparent sur nos postures respectives pour cet exercice, je défendrai une vision pragmatique axée sur la gestion institutionnelle. En gros, je soutiens que pour garantir leur viabilité économique à long terme, nos musées ont impérativement besoin de financement hybride. Et d'une tarification dynamique, je suppose. Oui, voilà, sans quoi ils courent littéralement à leur perte. Très bien. Eh bien, de mon côté, en adoptant la perspective de l'impact social et, disons, de l'expérience du visiteur, je défendrai le principe de la gratuité comme un impératif absolu. C'est selon moi le seul moyen de lever les barrières financières qui excluent les publics précaires de notre patrimoine commun. Le décor est planté. Absolument. Mais juste avant de plonger dans les rouages de cette problématique, un petit mot pour notre auditoire. Si vous souhaitez obtenir le PDF de cet échange pour étudier la structure de notre argumentation, pour le DALF ou le DELF par exemple, demandez-le nous simplement dans les commentaires et nous vous l'enverrons avec plaisir. Oui, n'hésitez surtout pas. Et profitez-en pour partager également les défis que vous rencontrez dans votre apprentissage du français. On lit tous vos retours. Bon, plongeons directement dans la réalité matérielle des choses. Il y a une indéniable noblesse dans l'idée de la gratuité universelle, mais quand on regarde la comptabilité d'une institution d'envergure, la poésie s'efface très vite devant l'implacabilité des mathématiques. Oui, les fameux coûts de fonctionnement. Voilà. Les musées publics ont pour mission première de préserver le patrimoine. Et cette mission, elle implique des coûts fixes qui sont tout simplement colossaux et souvent invisibles pour le visiteur moyen. Invisible certes, mais de quelle ampleur parle-t-on réellement quand on regarde les bilans financiers actuels? On parle de sommes astronomiques. Prenez le Louvre, par exemple. Son budget de fonctionnement annuel dépasse les 200 millions d'euros. 200 millions, oui. Les gens s'imaginent souvent que ce budget sert principalement, à payer des gardiens et à allumer la lumière le matin, mais la réalité technique est bien plus complexe. Il s'agit de maintenir des systèmes de climatisation et d'hygrométrie ultra précis dans des palais vieux de plusieurs siècles. Pour éviter la dégradation des œuvres, bien sûr. C'est ça. Pour éviter que des toiles de la Renaissance ne se désintègrent. Il y a les coûts faramineux des laboratoires de restauration, la logistique de la sécurité face aux menaces contemporaines. Et face à cela, les subventions publiques, selon les données du ministère de la Culture, connaissent une stagnation très claire. L'aide de l'État stagne, oui, c'est un fait établi. Exactement. Les charges explosent à cause de l'inflation et des exigences techniques modernes, tandis que la perfusion étatique ne suit plus. Alors comment finance-t-on ce gouffre? De plus en plus par les revenus générés par la billetterie. Imposer une gratuité totale aujourd'hui, sans une compensation étatique massive qui n'arrivera absolument pas en période de restriction budgétaire, c'est exposer nos infrastructures à un risque de faillite. C'est de faire un choix mortifère en fait. Offrir la gratuité aujourd'hui pour mieux assister à la ruine et au délabrement de nos collections demain. Votre lecture comptable est factuelle, je ne le nie pas. Mais elle occulte l'essence même de ce qu'est un musée public. Je viens à ce sujet avec une perspective tout à fait différente. Je vous écoute. En ne regardant que le bilan financier, vous transformez le musée en une entreprise qui doit équilibrer ses comptes à tout prix. Or, la vocation fondamentale de ces lieux, c'est la formation de l'identité collective et l'émancipation citoyenne. Mais l'un n'empêche pas l'autre aussi. Si, justement, nous ne parlons pas de rentabiliser un parc d'attractions, nous parlons du miroir de notre civilisation. D'accord, mais ce miroir a un coût d'entretien, c'est tout ce que je dis. S'il se brise faute de moyens financiers,
plus personne ne pourra s'y regarder, non? Sauf qu'à l'heure actuelle, une immense partie de la population n'a même pas le droit de s'approcher de ce miroir. Que nous dit l'enquête récente de l'Observatoire des inégalités? Sur la fréquentation. Oui, que 40% des Français affirment ne pas avoir les moyens de visiter régulièrement des musées ou des expositions. 40%, ce n'est pas un petit détail marginal, c'est une fracture sociale béante. C'est un chiffre important, je le concède. Il faut comprendre le mécanisme psychologique à l'œuvre ici. Ce n'est pas qu'une question de pouvoir d'achat brut, c'est une question de message institutionnel. Vous voulez dire que le prix du billet agit en soi comme un message d'exclusion? Totalement. Lorsqu'une famille de la classe ouvrière doit débourser l'équivalent, disons, d'une semaine de courses alimentaires pour passer une après-midi à regarder des peintures, le message implicite que la République leur envoie, c'est « cet endroit majestueux n'est pas fait pour vous ». Mhm. Le simple fait d'installer une caisse enregistreuse à l'entrée d'un temple du savoir crée une barrière symbolique très intimidante. L'accès à la culture est un bien commun, au même titre que l'éducation publique ou la santé. Il ne devrait souffrir d'aucune conditionnalité financière. Mais la santé et l'éducation ont des budgets d'État massifs, ce qui n'est pas le cas des musées aujourd'hui. Peut-être, mais imposer un tarif, c'est céder à une logique marchande. Ça réduit le citoyen au rang de consommateur et ça transforme l'art en un vulgaire produit de luxe. Je vois très bien pourquoi vous pensez cela, et la dimension symbolique est forte, c'est vrai. Mais permettez-moi de vous donner une autre perspective sur cette prétendue logique marchande. Allez-y. Ce que vous décrivez comme une dérive consumériste est en réalité un pragmatisme de survie, un pragmatisme qui finance précisément cette éducation que vous chérissez. Face à la mondialisation et au tourisme de masse, les musées nationaux ne vivent plus dans une bulle académique flottant hors du temps. Ils sont dans le réel, oui. Ils sont contraints de rivaliser avec l'industrie du divertissement privé pour capter l'attention et les ressources. Et c'est exactement ce que je leur reproche. Ils deviennent des machines à cash. Mais c'est une machinerie nécessaire. Pour équilibrer leur budget, ils développent des expositions temporaires à grand spectacle, des ateliers interactifs, des galeries immersives. Cette dimension commerciale génère des bénéfices considérables. Oui, mais à quel prix pour la science? Attendez, où va cet argent? Il ne va pas dans les poches d'actionnaires, il est réinvesti. C'est ce qu'on appelle la péréquation. La grande exposition blockbuster sur Toutankhamon ou sur Léonard de Vinci, qui attire des millions de touristes payants, elle va financer la recherche pointue sur des artefacts mésopotamiens que très peu de gens iront voir. Mais qu'il est de notre devoir de préserver. La rentabilité commerciale est littéralement le moteur qui permet à l'intégrité scientifique et éducative de perdurer. D'ailleurs, je me tourne vers vous qui nous écoutez. Pensez-vous que la rentabilité menace la qualité des expositions en art? Répondez-nous dans les commentaires. Et si vous trouvez cette analyse utile pour vos révisions, n'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission autour de vous. C'est vrai que c'est une dynamique intéressante. C'est un argument captivant, mais avez-vous envisagé le coût invisible, le coût pernicieux de cette fameuse course au profit? Quel coût invisible! Vous parlez de péréquation, mais la réalité de terrain est bien plus sombre. Cette pression de la rentabilité entraîne presque mécaniquement une dilution, voire, disons-le, une corruption de la mission curatoriale. Une corruption. Le mot est fort. Si votre survie financière dépend directement du nombre de tickets vendus à la fin de l'année, vous allez, en tant que directeur d'établissement, modifier votre programmation. Vous sous-entendez que les conservateurs bradent leurs exigences scientifiques? Je dis que la peur du déficit pousse à l'autocensure. C'est inévitable. On va privilégier à outrance les sujets dits « bankable ». On va multiplier les énièmes rétrospectives sur les impressionnistes ou sur des icônes de la pop culture. Parce que c'est ce que le public demande. Parce qu'on sait que ça va vendre des produits dérivés à la boutique surtout. Mais pendant ce temps, on sacrifie les expositions sur des sujets controversés ou sur des périodes historiques complexes qui demandent un véritable effort intellectuel. On lisse le discours pour ne froisser personne et attirer la masse. Je ne suis pas sûr qu'on lisse le discours, on le rend juste accessible. Progressivement, on ne transmet plus de la connaissance exigeante. On vend une expérience de divertissement digeste. On disneylandise le patrimoine. Ah, disneylandiser, le terme est très dur. Je conteste fermement cette opposition binaire entre le populaire et l'exigeant. Une exposition sur l'Égypte antique peut attirer les foules tout en étant à la pointe de l'égyptologie moderne. L'un n'empêche pas l'autre. Pas toujours, malheureusement. Mais puisque vous parlez d'attirer les masses, regardons concrètement ce qui se passe quand on applique votre modèle de gratuité absolue. J'aimerais que l'on s'arrête sur la physique même de la gratuité, sur la gestion des flux. Allons-y.
car les chiffres de fréquentation sont de mon côté de toute façon. Ah bon? Oui, les preuves empiriques démontrent que la gratuité fonctionne remarquablement bien. Prenez le modèle de l'Écosse. Depuis 2006, ils ont aboli les droits d'entrée dans tous leurs musées nationaux. C'est un contexte différent, mais d'accord. Le résultat sociologique a été spectaculaire. Une hausse immédiate et pérenne de 40% de la fréquentation. Et nous avons des exemples similaires en France. En 2019, la Réunion des musées nationaux a évalué l'impact de la gratuité pour les moins de 26 ans. Et le bilan? Une augmentation de 25% des visites chez les jeunes. C'est la démonstration mathématique que lorsque l'on détruit la barrière financière, eh bien le public répond présent. Et surtout, le public se diversifie sociologiquement. Je comprends votre point de vue, mais permettez-moi de formuler cela autrement. Vous confondez le volume et l'accès véritable. Comment ça? Une augmentation de 40% de la fréquentation n'est pas intrinsèquement une victoire, si elle détruit l'expérience même de la visite et met en péril la conservation des œuvres. Comment l'accès à la culture pourrait-il détruire la culture? C'est un paradoxe élitiste, pardonnez-moi. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de la thermodynamique et de la logistique. La gratuité totale attire un flux massif et, franchement, incontrôlable. Le Louvre ou le château de Versailles sont aujourd'hui au bord de l'asphyxie. Ils sont victimes de leur succès touristique mondial, surtout. Oui, mais quand vous faites entrer 300 personnes d'un coup dans une salle conçue pour en accueillir 50, vous modifiez radicalement la température et le taux de CO2. La respiration de milliers de corps humains dégrade les vernis des peintures et fragilise les boiseries. C'est un problème technique, ça se gère. Et du point de vue du visiteur que vous défendez tant, quelle est l'expérience éducative? Essayez d'apercevoir la Joconde derrière un mur de 300 smartphones levés, se faire bousculer dans des couloirs surchauffés. Une gratuité aveugle engendre la surfréquentation qui détruit à la fois l'œuvre et la contemplation. Je suis d'accord sur le fait que la saturation est un problème logistique réel. Mais la solution pour réguler une foule ne devrait jamais être d'ériger un mur d'argent. D'ailleurs, je vous pose la question à vous qui nous écoutez. Êtes-vous favorable à une tarification dynamique ou à une gratuité totale? Donnez votre avis en commentaire, ça nous intéresse vraiment. Oui, on a hâte de lire vos arguments. Pour en revenir à ce que vous disiez, ce que vous faites en maintenant des tarifs élevés pour filtrer les entrées, c'est de la ségrégation par le portefeuille. Vous dites en substance, il y a trop de monde, laissons seulement entrer ceux qui ont les moyens de payer 17 €, les autres resteront dehors. C'est une caricature. C'est d'un cynisme absolu face à notre mandat social. Si on doit réguler, qu'on régule par des systèmes de réservation obligatoires et gratuites, des créneaux horaires, mais pas par l'argent. Ce n'est pas du cynisme. C'est la recherche d'un équilibre par ce que j'appelle l'hybridation des revenus. Plutôt que de choisir entre l'exclusion tarifaire ou le chaos de la gratuité totale, il existe des mécanismes financiers intelligents. Lesquels? Regardez le fonctionnement du musée d'Orsay, par exemple. Ils ont brillamment développé le mécénat d'entreprise. De grands groupes privés sponsorisent les rénovations et les grandes expositions, ce qui soulage la pression sur la billetterie individuelle. Le mécénat a ses propres limites éthiques, mais passons. Et pour répondre à votre inquiétude sur les plus précaires, penchons-nous sur le modèle du musée du Quai Branly. Ils appliquent une tarification dynamique et flexible extrêmement fine. C'est-à-dire, comment ça marche en pratique? C'est un système de vases communicants. Le touriste international ou le cadre supérieur paie le plein tarif. Mais à côté de cela, l'institution déploie des tarifs réduits massifs ou même la gratuité ciblée pour les demandeurs d'emploi, les étudiants, les bénéficiaires des minima sociaux, les familles nombreuses. Oui, le système classique des justificatifs. Exactement. On garantit ainsi l'inclusion sociale des 40% de Français dont vous parliez, tout en sécurisant, via ceux qui en ont les moyens, les millions d'euros nécessaires à la survie de l'institution. C'est un modèle de solidarité financière redistributive bien plus efficace que votre gratuité universelle. Je suis désolée, mais je ne partage pas du tout cet optimisme sur la tarification ciblée. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Ce que vous décrivez comme une belle mécanique redistributive cache en réalité une immense brutalité administrative. Une brutalité? N'exagérons rien. Avez-vous déjà observé ce qui se passe concrètement au guichet d'un musée? Exiger d'un visiteur qu'il prouve sa pauvreté en sortant une attestation de chômage ou un justificatif de minima sociaux devant une file d'attente, c'est une démarche profondément humiliante. Humiliante, hein. C'est une simple vérification administrative pour accorder un droit.
tout le monde le fait pour les transports ou la cantine scolaire. Non, psychologiquement, c'est un aveu d'échec social exigé en place publique juste pour avoir le droit de voir une œuvre d'art. Cette bureaucratie du tarif réduit crée une friction telle qu'elle dissuade carrément les publics visés de venir. C'est ce qu'on appelle le non-recours. Exactement, le non-recours au droit, un phénomène très documenté en sociologie. La gratuité totale, elle, a cette élégance absolue de l'anonymat. Vous entrez, vous êtes un citoyen, point final. Personne ne vous demande d'exhiber votre précarité. C'est un point valide sur la friction administrative, je le concède volontiers. Mais si l'on cherche l'accès inconditionnel, universel et sans aucune friction psychologique, il faut alors sortir du paradigme du bâtiment physique. Sortir du bâtiment. Oui, ce qui m'amène à une solution qui réconcilie nos deux visions, le tournant numérique et les jumeaux virtuels. Attendez, vous voulez résoudre le problème de l'exclusion par des écrans. Absolument. Et ne balayez pas cette idée trop vite, car la technologie a atteint un niveau de maturité stupéfiant. Nous raisonnons encore avec des schémas du 19e siècle, comme si le musée n'était qu'un temple de pierre à Paris où tout le monde doit physiquement converger. Ce qu'il est en grande partie. Oui, mais aujourd'hui des institutions comme le Louvre ou le Rijksmuseum ont investi massivement dans des visites virtuelles en gigapixels, des modélisations 3D de leurs sculptures, des parcours commentés en ligne par les meilleurs conservateurs. C'est une porte de sortie magistrale. D'ailleurs, chers auditeurs, les visites virtuelles peuvent-elles remplacer l'expérience physique selon vous ? Dites-le nous en commentaire. C'est fascinant, techniquement, oui. Mais en quoi cela résout-il notre dilemme de financement ? Parce que le coût marginal d'une visite numérique supplémentaire, eh bien, il est de 0 €. Le numérique permet de moderniser l'accès, de le rendre universellement gratuit pour tous, qu'il soit dans un quartier défavorisé de banlieue parisienne ou dans un village reculé. Sans user les œuvres ? Voilà, sans user physiquement les œuvres d'art et sans engorger les couloirs. Concrètement, le modèle de demain, c'est de faire payer la billetterie physique pour l'expérience privilégiée sur place, de développer fortement les boutiques et la restauration haut de gamme pour générer des revenus sur ceux qui ont le pouvoir d'achat, Et pour les autres ? et d'offrir l'intégralité du savoir scientifique gratuitement en ligne au monde entier. On sauve l'économie locale du musée et on démocratise le savoir. C'est un scénario de science-fiction libérale et je n'y adhère pas une seule seconde. Évaluer cette proposition technologique sous le seul prisme de l'acquisition d'informations, c'est faire preuve d'une incompréhension dramatique de la nature même de l'art. L'art n'est pas un fichier PDF qu'on télécharge. Bien sûr que non, mais c'est un excellent palliatif pour lever les freins géographiques et financiers. Ce n'est pas un palliatif, c'est un mirage. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Faire défiler des pixels sur un écran d'ordinateur ou une tablette, zoomer avec ses doigts, cela ne remplacera jamais l'émotion organique du choc esthétique. L'émotion peut aussi être transmise par la pédagogie numérique. Non, quand vous vous tenez physiquement devant le radeau de la Méduse de Géricault, c'est l'échelle monumentale de la toile, 5 mètres sur 7, qui vous écrase, qui vous fait ressentir le désespoir des naufragés. C'est la perception viscérale de l'épaisseur de la pâte sur une toile de Van Gogh, la vibration de la lumière sur le marbre antique. C'est vrai, l'échelle physique est intraduisible sur un écran. Ce sont des choses impossibles à numériser. Personne ne dit que c'est identique à 100%, c'est une alternative complémentaire. Mais c'est une alternative qui recrée une lutte des classes effroyable. En suivant votre modèle de tarification physique élevé, compensé par du virtuel gratuit, savez-vous ce que vous créez ? Une viabilité économique, Aux classes populaires derrière leurs écrans, pendant que les élites économiques continuent de s'émerveiller charnellement dans les galeries désengorgées de leurs touristes pauvres. C'est une vision très sombre. C'est de la ségrégation sensorielle. Si on veut vraiment toucher les publics éloignés géographiquement, il faut des alternatives physiques concrètes. Et que proposez-vous de plus concret sans ruiner l'institution mère ? L'itinérance, la véritable décentralisation. C'est là que les budgets publics doivent être massivement réorientés. Au lieu de demander aux ruraux ou aux publics défavorisés de faire le voyage onéreux jusqu'aux grandes métropoles, déplaçons les œuvres vers eux. Déplacer les collections nationales. Oui, faisons sortir les chefs-d'œuvre des réserves ou des murs parisiens. Organisons des expositions itinérantes dans les écoles, dans les centres culturels de province, dans les hôpitaux. La culture doit être mobile, elle doit aller au-devant du citoyen physiquement. C'est cela un véritable accès démocratique, plutôt que de leur envoyer un simple lien vers un site web. Votre vision de l'itinérance territoriale est, disons, intellectuellement très noble. Mais je dois y opposer une fois de plus le principe de réalité. Ce fameux pragmatisme dont je parlais en introduction.
Je crois que vous sous-estimez gravement les défis techniques que cela implique. Des défis, bien sûr, il y en a, mais ils sont surmontables avec une véritable volonté politique. Pas toujours. Déplacer une œuvre d'art majeure, ce n'est pas comme expédier un colis postal. Quand on veut faire voyager un tableau de Delacroix ou une toile de Vermeer, la logistique est d'une complexité effarante. Les musées le font déjà pour les prix internationaux. Oui, mais à quel prix? Il faut fabriquer des caisses climatisées sur mesure, louer des convois ultra sécurisés, payer des polices d'assurance qui atteignent des millions d'euros pour un seul trajet. Sans parler de la fragilité intrinsèque de l'objet. Les restaurateurs savent comment stabiliser les œuvres. À chaque voyage, une toile du XVIIe siècle subit des micro-traumatismes dus aux vibrations et aux variations de tension, ce qui raccourcit considérablement sa durée de vie. Si on multiplie ces expositions itinérantes à l'échelle nationale, les coûts d'assurance engloutiraient à eux seuls le budget dont vous rêvez pour la gratuité. Et l'usure des œuvres accélérerait leur destruction. Les assurances coûtent cher, précisément à cause de cette logique de marché de l'art spéculatif qui donne des valeurs financières indécentes. C'est un serpent qui se mord la queue. L'État pourrait très bien être son propre assureur, comme c'est déjà le cas pour de nombreuses collections publiques. Même si l'État s'auto-assure financièrement, il ne peut pas assurer l'intégrité physique de la matière face aux vibrations répétées du transport. C'est là toute la friction de notre débat, en fin de compte. La préservation demande la concentration des moyens et de l'immobilité, tandis que l'accessibilité sociale demande la diffusion et le mouvement. C'est un excellent résumé. Nous arrivons d'ailleurs à l'heure de synthétiser les grandes lignes de cette dialectique pour nos auditeurs. Tout à fait. Je vous en prie, commencez. Si je dois rassembler les éléments de ma position, je maintiens avec la plus grande fermeté que la valeur d'un musée ne se mesure pas à son excédent brut d'exploitation, mais à son impact sur la société. Des initiatives temporaires comme la Nuit européenne des musées, où les files d'attente s'allongent de manière spectaculaire dès lors que l'accès devient gratuit, prouvent de manière irréfutable que la soif de culture est immense, pour peu qu'on en retire l'obstacle financier. C'est un bel événement, oui. L'art forge la mémoire collective. Si nous capitulons en acceptant que le musée public se plie aux règles d'une entreprise privée, en monétisant l'accès et en reléguant les plus pauvres vers le numérique, nous perdons tout simplement une part de notre âme citoyenne. L'égalité d'accès doit l'emporter sur la froideur de la stricte rationalité commerciale. C'est une synthèse vibrante, je dois l'admettre, et pour formuler la conclusion de ma propre perspective, je réitère que l'on ne protège malheureusement pas des œuvres vieilles de plusieurs millénaires avec des bons sentiments et des idéaux d'équité. La réalité comptable frappe toujours. La préservation de ce patrimoine inestimable que vous souhaitez justement transmettre aux générations futures exige une ingénierie comptable impitoyable. La gratuité totale dans le contexte actuel de raréfaction de l'argent public est un suicide financier déguisé en progrès social. Nos visions sont diamétralement opposées sur ce point. Oui, car je crois que l'utilisation stratégique du mécénat, combinée à l'ingéniosité d'une flexibilité tarifaire où les touristes fortunés subventionnent silencieusement la gratuité des publics sans péché, me paraît être le seul pare-feu réaliste face à l'inflation des coûts de maintenance. En écoutant nos deux argumentaires se confronter ainsi, il apparaît évident qu'il n'y a pas de réponse simple à cocher sur un questionnaire. C'est toute la richesse de cet exercice académique. Absolument. Nous pouvons convenir, je pense, qu'il existe un point de convergence fondamental. L'avenir de nos musées, leur survie même, réside dans une ligne de crête extrêmement délicate à tenir. L'institution idéale devra concevoir des modèles de financement toujours plus inventifs pour s'assurer que la quête de revenus ne devienne jamais une fin en soi, mais reste le serviteur de l'égalité d'accès. Je suis d'accord. La tension entre le carnet de chèques et le mandat social ne disparaîtra pas. Le défi structurel des décennies à venir pour tous les directeurs de politique culturelle, ce sera précisément de consolider les fondations financières du musée pour que le toit ne s'effondre pas, tout en veillant farouchement à ce que ces portes restent suffisamment grandes et accueillantes pour tous les pans de la société. Ce sera le mot de la fin pour cette analyse. Avant de nous quitter, je vous rappelle que si cette méthode d'argumentation dialectique vous aide dans la structuration de votre propre réflexion, vous pouvez vous abonner à notre émission pour ne manquer aucun de nos futurs débats. Et un dernier rappel pratique ? Oui, n'oubliez pas, si vous désirez recevoir le PDF de notre échange d'aujourd'hui, faites-en la demande dans l'espace commentaire et nous nous ferons une joie de vous le transmettre. Partagez-y également les difficultés linguistiques que vous affrontez dans votre étude du français. Nous lisons chaque retour avec une grande attention. Merci à toutes et tous pour votre écoute rigoureuse et votre engagement intellectuel.
La porte de notre table ronde d'idées, quant à elle, reste toujours grande ouverte. Et surtout, entièrement gratuite. À très bientôt dans d'autres épisodes.